Bien, je vous remercie d'être restés aussi nombreux. Je pense que vous n'allez pas le regretter parce que je vous présente Christophe Diagne qui est chercheur à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement à Montpellier. Christophe Diagne avec qui j'ai travaillé quelques années sur les invasions biologiques et qui maintenant mène des programmes de recherche sur les invasions biologiques, sur l'épidémiologie, sur l'interaction entre les deux, avec du terrain, avec des statistiques, des maths, avec de la biologie moléculaire, avec tout. Un chercheur d'excellence, tel que l'IRD le décrit, et je me demande si tu n'as pas même été carrément le chercheur de l'année lorsque tu es rentré... Non, pas à ce point-là, mais... à l'IRD, on va en tout cas présenter comme l'exemple qu'il faut suivre à l'IRD, et quelqu'un que je suis vraiment très fier de pouvoir... vous présenter et qui donc va parler d'invasion biologique et d'épidémiologie. Je vous remercie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présent dans cette salle, d'être resté. Je pense que Franck a beaucoup insisté, je vais essayer de ne pas vous décevoir. Et puis merci à celles et ceux qui sont en ligne et qui sont en train de nous écouter actuellement. Et puis merci à Franck déjà pour l'introduction, ça me touche beaucoup. Et puis merci de m'avoir permis en fait d'ouvrir le bal de ces séminaires sur ces cours autour des invasions biologiques. Donc c'est aussi un honneur pour moi d'accepter. Et puis un grand merci au Collège de France pour le support, pour le soutien offert dans le cadre de la préparation et puis aujourd'hui de la présentation de ce séminaire. Donc je vais essayer de commencer. Donc je ne vais pas en redire, je vais préparer une petite phrase sur moi, mais je ne vais peut-être pas être trop long là. Donc moi je suis chargé de recherche à l'IRD. Je travaille principalement sur les relations de biodiversité et changement anthropique, et plus particulièrement d'une part sur l'écologie de la santé liée aux petits mammifères dans des socio-écosystèmes en transition environnementale. Et d'autre part, sur les implications sanitaires et socio-économiques des invasions biologiques. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis devant vous pour vous présenter ce séminaire. Donc, grâce à Franck, vous avez très bien suivi, j'ai vu que vous avez noté, contrairement à Franck, j'ai vu que beaucoup d'entre vous ont noté des choses, donc j'ai été témoin. Vous savez à peu près vous savez très bien ce que représentent les invasions biologiques. Donc, avant d'entrer de plein pied dans le séminaire, moi, je vais vous parler un peu d'épidémiologie, en espérant qu'il n'y a pas beaucoup d'épidémiologistes dans la salle, parce que je vais être vraiment succinct pour qu'on puisse juste s'entendre sur une définition qu'on va aborder au cours de ce séminaire. Donc l'épidémiologie, classiquement, elle est définie comme étant l'étude de la distribution et des déterminants des maladies dans les populations humaines. Donc c'est John Last, un médecin épidémiologiste et professeur de santé publique, qui a émis cette première définition dans son ouvrage Dictionary of Epidemiology dans les années 80. Mais en fait, l'épidémiologie telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a trouvé son fondement beaucoup plus tôt, donc quasiment plus d'une centaine d'années avant cette première définition. Donc c'est dans le cadre d'une épidémie de choléra à Londres qu'un médecin anglais qui s'appelle John Snow, donc c'est pas le personnage de Game of Thrones, la série pour ceux qui connaissent, donc John Snow qui a identifié une pompe à eau contaminée comme étant la source de la maladie. Donc son enquête a reposé sur des données d'observation, de cartographie, de prise en compte de facteurs environnementaux. Et ça, ce travail-là a marqué le début de l'analyse des maladies à l'échelle populationnelle. Donc jusqu'alors, on traitait les malades plutôt comme des cas individuels qui souffraient d'une pathologie qu'il fallait traiter de manière isolée. Donc la définition classique, elle est centrée sur les humains. Donc on parle d'épidémiologie en santé publique. Mais il faut savoir qu'il y a eu, comme tout, et Franck en a parlé un peu là, des évolutions dans les concepts, des évolutions dans les disciplines. Et en fait, on parle aujourd'hui aussi d'épidémiologie vétérinaire ou d'épidémiologie végétale en fonction du modèle considéré, si on a des maladies animales ou des maladies végétales, par exemple. Et puis maintenant, on adopte une vision qui est beaucoup plus intégrative. On parle même d'épidémiologie environnementale. Et ça, c'est le fait qu'on considère désormais que tous les compartiments dans un environnement sont connectés du point de vue santé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer la santé d'un animal sans la santé de l'humain, vice-versa, ou alors la santé d'un végétal sans la santé des espèces animales qui vivent dans le même environnement. Donc ça, c'est tous les concepts dits une seule santé. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler de tout ce qui est One Health, Planetary Health, Eco Health ou Global Health. Donc ça, c'est vraiment des terminologies qui renvoient tous à la même idée. Donc c'est vraiment juste considérer toutes les santé de façon connectée. Et ça a aussi mené en fait à un décloisonnement des disciplines. Donc on parle plus simplement d'épidémiologie, mais d'éco-épidémiologie dans certains cas, ou épidémiologie écologique,
d'épidémiologie évolutionniste ou encore d'épidémiologie comportementale. Donc nous, c'est cette vision intégrative de l'épidémiologie qu'on va considérer dans le cadre de ce séminaire. Maintenant qu'on est tous d'accord, c'est moi qui ai le micro, donc on va être d'accord avec moi. Je vais structurer mon propos en deux parties. La première, elle va être sur les liens qui existent entre invasion et épidémiologie, donc essayer de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on peut naturellement lier ces deux entités. Et la deuxième partie, on va aller un peu plus spécifiquement dans les processus et les mécanismes pour essayer de comprendre comment l'épidémiologie peut contribuer à expliquer le succès de certaines espèces exotiques envahissantes. Donc, pour être le plus simple et clair possible, j'ai sous-structuré cette première partie en 3 messages et que je vais essayer de vous donner au fur et à mesure. Le premier message, c'est que les invasions biologiques ont des impacts épidémiologiques directs et indirects qui sont largement documentés dans la littérature scientifique. Donc, Franck a beaucoup évoqué le dernier rapport de l'IPBES, donc c'est utilisé le GIEC, mais pour la biodiversité et les services écosystémiques, l'équivalent. Et dans ce dernier rapport, où sont synthétisées de nombreuses études, il y a donc une catégorisation des impacts des espèces exotiques envahissantes ou des invasions biologiques plus largement, qui sont regroupées sur trois dénominations. La première, des impacts sur la nature, la seconde, des impacts sur les contributions de la nature aux populations, et une troisième sur la bonne qualité de vie. Nous, c'est dans ce cadre-là, même s'il y a une interconnexion naturelle entre bonne qualité de vie et contribution de la nature aux populations, nous, c'est dans ce cadre-là qu'on va se situer lorsqu'on parle d'impact épidémiologique. Donc, OK, il y a des impacts, on le sait, on a vu un peu avec les exemples de Franck qu'il peut y avoir différents types d'impacts, notamment liés à certains agents, certains micro-organismes qui sont associés aux espèces exotiques envahissantes, mais là, on va essayer de clarifier un peu et de donner un cadre un peu plus concret à ça. Donc, ces impacts peuvent être liés à la transmission de pathogènes par les EEE. Je vais souvent utiliser le terme d'EEE pour espèces exotiques envahissantes. C'est pour faciliter un peu le discours et alléger les diapositives. Donc, ces espèces peuvent introduire ou amplifier la circulation des virus, bactéries, champignons ou parasites, comme des vers ou des protozoaires, qui sont responsables de maladies. Donc, comment ça se passe concrètement? Une espèce exotique envahissante peut être le réservoir de certains pathogènes, c'est-à-dire un réservoir, ça va être un organisme dans lequel un pathogène va pouvoir persister de manière durable sans que cet organisme-là souffre réellement de problèmes pathologiques liés à la présence de cet agent. Et de là, de cet hôte-là, il pourra se transmettre à d'autres organismes. Donc, typiquement, on sait qu'il y a pas mal d'espèces exotiques envahissantes qui hébergent des virus qui sont responsables, par exemple, de fièvre hémorragique. Et on va revenir encore sur les rongeurs, certains rongeurs dont parlait Franck tout à l'heure. En termes d'espèces exotiques envahissantes, potentiellement ou même avérées, comme des réservoirs de pathogènes, il y a les rongeurs commensaux. Donc typiquement, c'est le rat noir, Rattus ratus, le rat brun, ou encore la souris domestique. Et en fait, ces rongeurs, ils sont originaires d'Asie et ils sont aujourd'hui présents quasiment partout dans le monde, dans tous les continents à l'exception de l'Antarctique. Et en fait, ces espèces sont connues pour être des réservoirs de nombreux pathogènes, virus, bactéries, qui impactent la santé de l'humain et qui ont créé dans l'histoire de nombreux épisodes épidémiques très graves. Donc je pense que tout le monde a entendu déjà parler de la peste, qui n'est pas... Et d'ailleurs, est-ce que vous savez que la peste existe toujours? Où, par exemple? Pardon? D'accord. Où encore? D'accord, je vois. D'accord, il y a pas mal de... On va revenir à ça après, parce que la localisation de ces pathologies est très importante. Donc effectivement, la peste existe toujours dans certains endroits. On y reviendra. Et du coup, bon, il y a aussi la leptospirose, les schistosomiases. Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme de schistosomiase? Non. C'est des parasitoses. Donc, c'est des maladies qui vont être associées à la présence de ce qu'on appelle des helminths, c'est des vers qu'on va retrouver dans différentes parties du corps. Donc, on peut avoir des vers intestinaux, des vers qui circulent dans d'autres organes du corps, dans la circulation sanguine, dans les voies respiratoires, etc. Donc les schistosomiases, en fait, on en retrouve aussi dans le rein, par exemple, notamment dans certains pays en voie de développement. C'est une des parasitoses les plus importantes. Les espèces exotiques envahissantes peuvent être vectrices, c'est-à-dire, là, elles vont jouer le rôle de transporteuses. Donc c'est souvent des arthropodes qui vont transmettre un agent pathogène d'un hôte à un autre. Donc, par exemple, une espèce exotique envahissante comme le moustique tigre, qui est originaire des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est et qui s'est adapté à différents types d'environnements, y compris des environnements urbains. Et en fait, ce moustique, il a étendu son aire de répartition à peu près
partout, désormais, hein, enfin presque partout. Et simplement en piquant les êtres humains, il va pouvoir transférer des virus comme ceux responsables de la dengue, du chikungunya ou de la fièvre jaune. Pareil, hein, dans l'actualité encore, je pense qu'on entend beaucoup parler du chikungunya sur l'île de la Réunion, actuellement avec pas mal de personnes qui tombent malades et des plans de vaccination qui sont mis en place. Les espèces exotiques envahissantes peuvent être aussi ce qu'on appelle des hôtes intermédiaires, c'est-à-dire c'est des organismes dans lesquels le pathogène va effectuer une partie de son cycle bioécologique avant d'infecter un hôte définitif. Donc typiquement, c'est lorsque ces espèces-là vont héberger des stades larvaires de parasites humains. Donc un exemple, on va reparler de la moule zébrée, je pense que vous allez plus vouloir entendre parler de moule après cette matinée. Mais en fait, cette moule-là, donc au-delà de tout ce que Franck a présenté, en fait, elle a la caractéristique d'héberger des stades larvaires de parasites comme celui-ci, Anguillicola crassus. C'est un hématode. Donc un hématode, c'est un ver, mais c'est un ver qui est rond. Donc ce ver-là, il affecte d'autres espèces dans l'environnement où on retrouve cette moule zébrée. Et cette caractéristique de pouvoir simplement héberger des stades larvaires de parasites qui vont ensuite infecter d'autres hôtes, d'autres organismes, qui sont donc des hôtes dits définitifs, en fait, ça va donner la caractéristique d'hôte intermédiaire à la moule zébrée. Mais les espèces exotiques envahissantes peuvent aussi jouer le rôle d'amplificateur. Alors ça, c'est un peu ténu parce que c'est un peu à l'interface entre le rôle de réservoir et d'hôte intermédiaire. Donc l'amplificateur, il va favoriser simplement la circulation des pathogènes en perturbant des équilibres écologiques en place. Donc Franck parlait d'équilibres écologiques instables très souvent. C'est exactement ça. Donc c'est un peu compliqué à imaginer. J'ai repris un autre exemple là pour ça. C'est Suscrofa, le cochon sauvage, qui a été introduit dans de nombreuses régions du monde. Et en fait, lui, il va avoir un rôle plus ou moins indirect sur la transmission de parasites. Ce qui va se passer, c'est qu'avec son comportement de fuisseur, il va modifier les sols forestiers, il va créer des mares temporaires, par son activité de creusement, là, qui seront favorables à la prolifération de moustiques. Ce n'est pas des moustiques tigres dont on parlait la dernière fois, mais c'est d'autres types de moustiques, donc Culex quinquefasciatus, qui est le vecteur principal d'un parasite qui s'appelle Plasmodium relictum et qui est donc responsable du paludisme aviaire. Et donc ça, c'est une maladie qui est connue pour décimer des oiseaux forestiers endémiques. Et en agissant comme ça, cette espèce exotique envahissante joue le rôle de facilitateur mécanique, simplement en modifiant l'habitat et en le rendant favorable à la prolifération d'une autre espèce qui peut être vecteur ou réservoir. Et puis un autre point qui est, donc Franck parlait tout à l'heure du Covid ou de la Covid, je ne sais plus comment on dit, une espèce exotique envahissante peut éventuellement jouer le rôle de pathogène directement, c'est-à-dire qu'il y a certaines espèces de pathogènes qui peuvent être considérées comme exotiques envahissantes. Alors ça, c'est une partie qui est un peu compliquée. Moi, je ne l'ai pas vraiment abordé ici. Ça, c'est un choix que j'ai fait, simplement parce que ça soulève pas mal de questions, des questions scientifiques de base là, sur tout ce qui est processus, des questions éthiques et des questions philosophiques. C'est-à-dire qu'il y a certains collègues qui demandent, tu en parlais Franck, de considérer par exemple la Covid comme étant une espèce, enfin le virus du SARS-CoV-2, pas la maladie, donc le virus lui-même, comme étant une espèce exotique envahissante. Mais si on fait ça, ça veut dire qu'on doit aussi considérer d'autres sous-questions, comme par exemple le rôle de l'humain comme étant le transporteur de ces maladies-là, sachant que la nature exotique ou endémique d'un pathogène n'est pas toujours hyper aisée à définir. Donc si on prend par exemple le cas du VIH, on peut se poser toujours la question de savoir est-ce que c'est effectivement une maladie exotique envahissante. Ça pose aussi des questions en termes d'échelle temporelle, d'échelle spatiale qui se posent aussi pour les autres organismes. C'est un domaine assez compliqué, donc moi je ne l'ai pas abordé là, mais c'est une considération qu'on ne peut pas écarter. Donc je l'ai mis de manière un peu différente des autres. Ça, on pourra en discuter si vous avez des questions. Il y a aussi une autre partie du questionnement sur la nature même des organismes, des micro-organismes. Est-ce que c'est des organismes vivants au même titre que, par exemple, certaines espèces végétales ou certaines espèces animales? Donc ça, la question elle se pose notamment pour les virus. Au-delà de la transmission de pathogènes, les invasions peuvent aussi aboutir à de la production de toxines par certaines espèces exotiques envahissantes, qui vont être des substances chimiques qui sont nocives, parfois mortelles, pour les autres êtres vivants qui se retrouvent donc dans les aires envahies par ces espèces. Un exemple, c'est le poisson-lune. En fait, il est originaire de l'océan Indien et il a envahi la Méditerranée en passant par le canal de Suez. Et en fait, ce poisson-là, il produit de la tétrodotoxine.
qui est un poison neurotoxique très important, très puissant. Et en fait, ce poison, il est consommé de manière illégale dans certains pays et il a entraîné des cas d'intoxication qui sont très graves, allant même jusqu'à la mort de certains individus, notamment dans des pays comme l'Égypte ou la Turquie. Le déclenchement d'allergie, c'est un autre type d'impact épidémiologique. Donc ça, c'est des molécules qui sont produites comme le pollen, par exemple, et qui peuvent provoquer des réactions, notamment chez les populations humaines. Pardon, j'ai vu que vous vouliez prendre une petite photo sur ça. Voilà. Donc, un exemple classique qui est très connu, c'est l'ambroisie à feuilles d'armoise. Donc ça, c'est une plante qui est désormais très présente, notamment en Europe, mais aussi en Asie, et qui vient d'Amérique du Nord. Elle produit un pollen qui est extrêmement allergisant. Et donc, il va être responsable de troubles respiratoires graves comme la rhinite ou encore l'asthme. Et donc, chaque année, en Europe, on chiffre à des millions d'individus qui sont affectés par le pollen produit par cette plante. Des atteintes physiques directes, donc des piqûres, des morsures et des blessures. Donc, les piqûres peuvent entraîner, par exemple, de la transmission de pathogènes par voie vectorielle. Enfin, il y a une interconnexion naturelle qui existe entre tout ça. Et ça, c'est la fourmi de feu. Je pense que vous en entendrez un peu parler là, dans un des cours ou un des séminaires qui arrivent dans les prochaines semaines. Mais cette fourmi, en fait, elle provoque de violentes piqûres qui vont entraîner très souvent des chocs anaphylactiques, donc chez l'humain. Donc ça, c'est vraiment un peu le cas extrême. Donc j'ai volontairement mis ici le terme de réaction allergique grave pour montrer que parfois, les définitions en épidémiologie ne sont pas toujours très claires. C'est-à-dire qu'on va considérer des allergies comme étant des réactions dues à des toxines ou vice-versa, quand vous regardez dans la littérature en épidémiologie. Donc moi ici, j'ai un peu séparé comme ça pour faciliter la présentation et la compréhension, mais ne soyez pas étonnés en consultant la littérature de tomber sur des cas où on ne sépare pas forcément tout ça. Mais voilà, cette fourmi de feu elle va entraîner des chocs anaphylactiques chez l'humain, simplement en le piquant. Des atteintes mentales, ça c'est quelque chose qui n'est pas souvent abordé, mais la présence ou simplement la menace d'une espèce exotique envahissante peut générer de l'inconfort psychologique, donc du stress, de l'anxiété, un sentiment d'insécurité, qui peut aussi être considéré comme une maladie parce qu'il n'y a pas de raison de considérer que les maladies mentales ne sont pas des maladies. La Jussie à grande fleur en est un exemple. Donc, elle vient d'Amérique du Sud, elle a envahi les plans d'eau et différentes zones humides à travers l'Europe. Et au-delà du fait qu'elle perturbe on va dire, les équilibres écosystémiques en place, en fait, elle va également, par sa prolifération, bloquer les activités récréatives comme la baignade ou la pêche, altérer le paysage, générer du stress et une perte de lien au territoire chez certains riverains. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement documenté aussi bien que les autres types d'impacts, mais quand vous discutez avec des collègues qui sont notamment dans les centres régionaux de conservation ou les centres de conservation régionaux, j'ai oublié le bon terme, c'est des éléments qui remontent très souvent dans les enquêtes qui sont menées sur la présence de telle ou telle espèce exotique envahissante. Et puis enfin, l'insécurité alimentaire, parce que les espèces exotiques envahissantes vont parfois compromettre l'accès à la nourriture ou à l'eau, en détruisant des cultures, en consommant des denrées alimentaires stockées ou en polluant les milieux. Donc la légionnaire d'automne en est un bon exemple. Hein. Elle a envahi depuis les Amériques différentes régions du monde comme l'Afrique ou l'Asie et elle s'attaque à des cultures essentielles comme le maïs, le sorgho ou le riz et compromettent de fait la sécurité alimentaire de millions de personnes, particulièrement dans les pays en développement. Donc ça, c'est un peu la gamme de ces impacts-là que je vais vous montrer pour ce premier message en illustrant un peu que ces invasions biologiques ont des impacts épidémiologiques qui vont être diversifiés, qui vont être directs ou indirects dans les écosystèmes envahis. Le deuxième message, c'est qu'il existe des connexions fortes et multidimensionnelles entre invasion et épidémiologie, ou plutôt entre invasion biologique et maladie. C'est peut-être le terme que j'aurais pu employer, vous allez voir pourquoi. J'ai structuré cette partie en 3 sous-messages pour que ce soit aussi simple et structuré pour que vous puissiez suivre. Le premier sous-message, là, c'est que les espèces exotiques envahissantes vont affecter toutes les dimensions de la santé. Donc, on parlait tout à l'heure du fait que toutes les santé sont interconnectées. Donc, on ne peut pas séparer la santé humaine de la santé animale ou de la santé végétale, puisqu'il y a une interconnexion étroite entre tous ces compartiments. Donc, dans cette figure qui a été publiée dans un article publié en 2021, un article scientifique, vous le voyez souvent, je vais mettre ça là, j'en profite pour l'expliquer, je vais mettre ça en haut, ou en tout cas quelque part dans la diapo. C'est des articles scientifiques que vous pouvez retrouver avec le nom du premier auteur, l'année de publication et la revue où l'article a été publié. Ça, c'est important pour moi aussi. Je pense que c'est bien de rappeler dans ces temps où la science est un peu remise en question par moment, qu'une grande partie de nos connaissances viennent effectivement des publications scientifiques qui
sont la matérialisation de nos efforts lorsqu'on fait des travaux et qu'on essaie de les rendre disponibles à la communauté. Donc je reviens sur cette figure. Donc ici, vous pouvez voir, c'est assez évident, hein, il y a différentes composantes. Hein. Des plantes, des animaux en orange ici qui vont représenter plutôt les animaux domestiques ou les animaux d'élevage, l'humain ici, bon, je pense que ça c'est assez clair. Et puis vous avez aussi ce que l'auteur ici a représenté comme étant la santé environnementale, où il y a à la fois des animaux plutôt sauvages et d'autres types de plantes qu'on va retrouver par exemple dans des milieux dits naturels. Ici, ce qui est important de regarder, c'est que vous avez des flèches qui partent dans tous les sens. Si je prends juste deux exemples, vous avez la possibilité que des mycotoxines d'une espèce de plante exotique envahissante puissent infecter des animaux domestiques ou du bétail, mais elles peuvent aussi réduire la quantité ou la qualité de la nourriture disponible pour l'humain. Pareil, vous avez la possibilité que certains agents pathogènes puissent quitter l'animal, qu'il soit sauvage ou domestique, pour arriver à l'humain. Et vous avez aussi la possibilité que certaines espèces animales puissent être des réservoirs ou des vecteurs pour des pathologies qui vont pouvoir diffuser dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, ce jeu de connexion-interconnexion, ça montre quoi simplement? C'est que quel que soit le modèle que vous étudiez, quand vous êtes sur des espèces exotiques envahissantes, vous pouvez avoir des cascades d'impact qui font qu'en partant d'un seul des compartiments, vous puissiez être finalement concerné par les autres compartiments en termes de santé. Et vous l'avez peut-être remarqué vous-même, mais je crois que toutes les flèches ici, en fait, quel que soit le compartiment, arrivent à l'humain. Donc la santé humaine, au final, est toujours un peu la victime principale, en tout cas d'après cette figure. Et on n'a pas nécessairement de cas où on a des flèches qui partent de l'humain jusqu'aux autres compartiments. Ça ne veut pas dire que l'humain n'affecte pas les autres compartiments. C'est important de noter ici qu'on se place dans un cadre d'invasion biologique et l'humain n'est pas considéré comme une espèce exotique envahissante. Je crois. Le deuxième message le deuxième sous-message de ce deuxième message, donc c'est le message de 2, c'est qu'il existe des similitudes entre les stades, les processus et les mécanismes d'émergence des agents de maladie d'une part et d'invasion par des espèces exotiques envahissantes d'autre part. Donc là, pareil, je suis reparti d'un article justement qui parlait de la Covid-19 et plus particulièrement donc du virus qui en est responsable, le SARS-CoV-2. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comparé les différents stades au cours du temps, hein, qui partent, les différents stades qui aboutissent d'une part à l'émergence de ce virus dit zoonotique. Zoonotique, c'est simplement le fait qu'on a un pathogène qui est transmissible entre l'humain et l'animal. Ça peut être dans les deux sens. Mais très souvent, quand on dit zoonotique, on a l'impression que c'est uniquement de l'animal à l'humain. Ici, dans ce cas-là, c'est effectivement le cas. Et la deuxième chose à noter, c'est qu'il y a un débat, hein, soyons très clairs, sur l'origine exacte du SARS-CoV-2. J'ai vu certains regards, se demander, mais c'est un peu bizarre parce que c'est vraiment un virus zoonotique. Alors oui, il y a un débat scientifique, comme très souvent. Dans cet article-là, le positionnement, il est celui-ci, c'est-à-dire qu'on considère que c'est un virus zoonotique. Il y a des éléments scientifiques aussi qui permettent de pouvoir justifier cette considération-là. Donc, ce n'est pas juste de la croyance ou de l'incantation. Mais voilà, même s'il existe un débat, ce n'est pas, c'est très possible sur la base de certains éléments scientifiques de considérer ce virus-là comme étant zoonotique. Et je vous encourage donc à lire cet article de la part de collaborateurs qui ont essayé d'expliquer ça un peu dans leur introduction. Et ils ont comparé ça donc aux différents stades des invasions biologiques que Franck a présenté tout à l'heure. Et si on regarde un peu en termes de concomitance ce que ça représente, dans un cas comme dans l'autre, on a, pour ce que vous connaissez désormais très bien sur l'invasion biologique, un processus de sélection dans l'air natif. C'est-à-dire qu'avant l'invasion, il se passe des choses, en fait, dans l'air d'origine des espèces exotiques envahissantes. Il va y avoir, par exemple, des individus d'une même espèce qui vont être plus propices à envahir que d'autres, parce qu'ils ont des traits écologiques ou biologiques qui sont beaucoup plus favorables au transport, à la résistance pour de la diffusion ou de l'établissement dans un environnement nouveau. Pareil, hein, pour le virus, il va aussi y avoir ce qu'on appelle donc des processus de sélection, c'est de l'évolution, en fait, si on va loin un peu dans le terme, qui font que ce virus-là va pouvoir circuler de manière plus ou moins différente au sein des populations de l'espèce qui va devenir exotique envahissante, mais dans son aire natif. Ensuite, il va y avoir une interface dans les deux cas avec les humains. Dans un cas, c'est ce que Franck disait tout à l'heure, ça va être pour permettre le transport de l'espèce depuis son aire d'origine jusqu'à son aire nouvelle. Et dans l'autre cas, ça va être pour de la transmission interhôte, c'est-à-dire que le virus va quitter son hôte d'origine
Donc, en l'occurrence, ici, on a mis une petite souris, mais je m'en rends compte que ce n'est pas forcément un super exemple de mettre une petite souris là. Mais il y a une petite souris là chez qui il y a le pathogène, et ce pathogène, il diffuse chez l'humain. Ensuite, il y a une dispersion dans les deux cas, une dispersion du pathogène dans les populations humaines, c'est-à-dire que le virus, maintenant, il est passé à l'humain et il va aller maintenant chez plusieurs individus de cette population humaine. Mais pareil, on a aussi une dispersion de l'espèce exotique envahissante dans l'air où elle vient d'arriver, où elle est en train de s'établir. On a, là c'est pareil, un établissement, c'est-à-dire une sorte de pérennisation de la population dans l'environnement suivie d'une prolifération, par exemple géographique, beaucoup plus large, et l'apparition potentielle d'impacts. Donc là, on a vu, par exemple, je pense que vous en souvenez, les différents types d'impacts socio-économiques liés à la pandémie. On a aussi des impacts socio-économiques ou écologiques, là en l'occurrence, Franck l'a montré tout à l'heure, et vous aurez l'occasion de le voir dans les prochains cours. Il y a des impacts socio-économiques aussi liés à ces invasions biologiques. Et puis à la fin, même en termes de gestion aussi, c'est-à-dire qu'on sera obligé d'agir à un moment. Donc il y aura une phase de gestion pour limiter la prolifération du pathogène ou limiter la prolifération de l'espèce exotique envahissante. Donc par exemple, ce sera à travers la vaccination des populations non infectées. Je choisis que des sujets qui ne sont pas touchy aujourd'hui, donc ça c'est très bien. Donc la vaccination des populations non infectées ou des actions locales pour essayer de réguler les populations, c'est ce que Franck évoquait aussi à la fin de sa présentation. Donc voilà, il y a des parallèles très forts entre ces deux entités-là. Et ce qui fait que, même en termes d'actions à mener, il y a aussi un certain parallélisme. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que Franck a dit à la fin de sa présentation sur le fait que la prévention reste certainement le moyen le plus efficace et bénéfique de gérer la problématique des invasions à long terme. Mais c'est aussi le cas, en fait, pour l'épidémie. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que si on considère les différentes phases, il y aura très souvent les mêmes idées d'action pour essayer de limiter ces deux problématiques-là. Donc, au départ, on est sur de la prévention, empêcher donc la transmission du pathogène de l'animal à l'humain, par exemple dans un cas zoonotique. On aura, et pour l'invasion biologique, c'est empêcher simplement l'arrivée de l'espèce dans l'ère nouvelle. Une détection rapide, donc c'est-à-dire que si on n'arrive pas à empêcher, l'introduction, il faut empêcher que cette introduction arrive à un établissement qui risque de devenir pérenne. Des stratégies, par exemple, locales d'un point de vue d'éradication ou pour maintenir les populations à des niveaux, on va dire, convenables pour éviter que les impacts soient trop forts. Et quand vraiment on arrive au bout du bout, il faut réfléchir à des stratégies de gestion à long terme. Donc là aussi, il y a un parallélisme entre ces deux-là. Donc ça, c'est le deuxième message. Le troisième, c'est de dire en fait que ces deux problématiques-là, donc les invasions biologiques et toutes les problématiques liées à l'épidémiologie, donc les maladies, sont deux problématiques qui sont globales et représentent un challenge pour la recherche mondiale. Et ça, c'est encore une fois, c'est des articles scientifiques dont j'ai mis le titre ici. Et en fait, ça veut dire quoi? Simplement que les invasions et leurs impacts épidémiologiques, on le sait aujourd'hui, sont amplifiés par les facteurs de changement globaux. Donc ça va être tous les facteurs liés par exemple au changement d'usage des terres, comme l'urbanisation, la déforestation, le changement climatique, la pollution. C'est des choses qu'on entend régulièrement désormais. Et puis un résultat que j'ai trouvé assez intéressant dans cet article qui a été publié il y a quelques mois, c'était en mai 2024, il y a quasiment un an, enfin il y a un an. Et en fait, il montre que justement lorsqu'on regarde les maladies infectieuses qui sont connues en fait, dans le monde, ils ont classé un peu, on va dire, le nombre d'observations de maladies infectieuses en fonction des 5 facteurs majeurs de changements globaux. Donc, le changement de la biodiversité, alors ça c'est peut-être changement environnemental, j'ai oublié le terme consacré à celui-là, la pollution chimique, le changement climatique, la perte ou le changement d'habitat, et puis ce qu'ils appellent ici introduced species, c'est donc les invasions biologiques. Et vous pouvez voir qu'à part ce facteur de changement d'habitat, qui est tout ce qui est déforestation, urbanisation par exemple, les évasions biologiques en fait sont quasiment au même niveau que les autres facteurs de changement globaux. Donc un lien très fort avec les maladies infectieuses à l'échelle globale. Est-ce que vous connaissez les objectifs de développement durable? Oui ou non? Non, pas trop. Si, un peu. Bon. En fait, c'est de manière un peu, bon, ça va être un peu prosaïque comme définition, mais c'est un certain nombre d'objectifs qui ont été définis par les Nations Unies il y a quelques années pour atteindre un monde le plus parfait possible à l'horizon 2030. Donc en fait, ils ont fixé un certain nombre d'objectifs, il y en a 17, et chaque objectif, alors on ne le voit pas très bien, mais chaque objectif ici a un numéro, et en fait, vous avez une roue qui part du numéro 1 au numéro 17. Donc par exemple, le numéro 1, que vous voyez très bien, c'est pas de pauvreté, je crois. Le numéro 3, c'est santé et bien-être pour tous.
Le numéro 15, c'est la vie, la biodiversité terrestre. 14, c'est pour la biodiversité, mais plutôt en milieu aquatique, etc. Et dans chaque objectif, il y a des cibles et des actions qui sont donc recommandées et menées par différents organismes à l'échelle du globe pour parvenir à atteindre cet ambitieux objectif. Et il y a une étude récemment qui a essayé de regarder dans la fameuse liste là, dont Franck parlait sur les 100 parmi les pires espèces exotiques envahissantes qui a été produite par l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, un peu le lien qui existe en termes d'études, de connaissances donc, entre les espèces qui sont mentionnées dans cette liste et les différents objectifs de changement globaux. Et ce qu'on constate, c'est que quand vous regardez ici, ce lien-là, il est représenté par ce trait, dont l'épaisseur, en fait, est d'autant plus importante que le niveau de connaissance, donc de documentation scientifique, est important. Et ce qu'on voit, c'est que donc, ils sont quasiment liés à tous les objectifs, sauf à celui-ci, le 17, qui est en fait un objectif sur le partenariat international. Donc bon, c'est peut-être un peu compliqué à mettre en lien. Et en fait, vous voyez que le lien avec, ici, c'est ça qui nous intéresse. Ça, c'est l'objectif 3, là, qui est santé et bien-être pour tous. En fait, il y a un lien très fort. Donc, il y a beaucoup de... on va dire, de liens, naturellement, entre les espèces exotiques envahissantes listées là et les problématiques générales de santé. Ça, c'est pour la liste des 100 pires. Mais, comme rien n'est parfait, lorsqu'on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a des gaps de connaissances importants à combler dans ces liens entre invasion et santé, donc épidémiologie aussi. Quand on prend maintenant, on fait une recherche sans se focaliser sur cette liste illustrative des 100, et qu'on reprend les mêmes objectifs du développement durable, là, et du coup, cette fois-ci, il y en a que 16, et le 16 était le 17. Donc, ça a peut-être dû changer un peu entre ma figure précédente et celle-ci. C'est des choses qui bougent un peu. Mais le plus important ici, c'est de voir effectivement qu'ici, là, on a toujours les mêmes objectifs qui sont mis là. Ici, on a le nombre de travaux scientifiques qui font le lien. Et là, on ne considère plus seulement la liste, la liste illustrative des 100 parmi les pires espèces exotiques envahissantes, mais on considère toutes les espèces exotiques envahissantes qui sont documentées. Et là, on se rend compte que l'image, elle n'est plus la même. C'est-à-dire qu'il y a relativement, par rapport à d'autres objectifs de développement durable comme la biodiversité terrestre, ici en 15, aquatique, ici en 14, et le changement climatique, ici en 13, il y a relativement peu d'études, finalement, sur les liens entre invasion biologique et santé, et donc, de facto, entre invasion biologique et impact épidémiologique. Donc ça, c'est un gap de connaissances, et on a l'impression de connaître beaucoup de choses, mais en fait, tout ce qu'on vous présente, tout ce qu'on vous dit là, c'est relativement peu par rapport à d'autres connexions. Et puis l'autre, pour finir, là, sur cette partie, l'autre point à noter, c'est que ces travaux, en plus, ils sont essentiellement concentrés sur deux choses. D'une part, sur les maladies infectieuses, dont certaines sont zoonotiques parce que transmissibles entre humain et animal, et la sécurité alimentaire, et relativement peu de publications sur d'autres aspects, tels que la santé mentale ou les maladies non transmissibles. Donc ça aussi, c'est des gaps de connaissances importants qui existent malheureusement encore et qu'il sera nécessaire de combler le plus rapidement possible, je l'espère. Voilà, donc ça, c'est les trois messages que je voulais mettre en lumière pour cette première partie. Et dans la deuxième partie, maintenant, on va être un peu plus dans le processus et dans le mécanisme. Je vais essayer de vous montrer comment est-ce que l'épidémiologie, en tant que discipline, peut nous aider à mieux comprendre le succès des invasions biologiques, c'est-à-dire comment des espèces ou des populations exotiques envahissantes vont parvenir à s'installer dans des aires nouvelles et pouvoir devenir des populations stables avec potentiellement des impacts qui peuvent être délétères pour l'environnement envahi. Donc pour ça, en sciences, nous, on a l'habitude de poser des questions très précises. Donc là, je vous ai remis cette grande question en une question beaucoup plus précise, c'est de savoir simplement comment, par exemple, les parasites ou les pathogènes vont favoriser l'introduction, l'établissement, voire la prolifération des espèces exotiques envahissantes. Parce qu'il y a plusieurs étapes dans une invasion. Donc, quand on étudie l'effet de quelque chose sur les invasions, on est obligé de regarder l'effet sur ces différents impacts, sur ces différentes étapes. Pour ça, j'ai essayé de schématiser un peu, j'espère que ça va être clair là. Donc, en fait, dans la littérature scientifique, on a trois grandes hypothèses, on va dire, qui sont couramment rapportées pour essayer d'expliquer comment les parasites ou les pathogènes peuvent aider une espèce ou une population exotique à devenir envahissante. Donc là, dans cette figure-là, vous avez ici, donc c'est un rectangle, l'aire d'origine, donc l'aire d'où vient l'espèce exotique envahissante. Donc elle n'est pas encore exotique envahissante, mais c'est juste que vous compreniez qu'il s'agit de cette espèce-là. Et ici, vous avez l'aire où elle va arriver à la fin. Donc on va essayer de raisonner comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour les différentes hypothèses. La première hypothèse, c'est celle dite d'enemy release.
c'est le relâchement de la pression parasitaire. Donc, dans le premier cours, vous avez entendu qu'en envahissant, ces espèces-là ou ces populations-là, en fait, vont être soulagées d'une partie de leur pression dans leur aire d'origine. Donc, l'absence de prédateurs, l'absence de parasites, etc., c'est exactement la même chose. Vous avez bien vu ici, ce petit rond noir, ça représente en fait les parasites et les pathogènes. Est-ce que vous arrivez à voir la différence entre la différence pour la même espèce exotique envahissante entre son aire d'origine et son aire envahie? Est-ce que vous voyez la différence? Non, si. Alors, le petit rond noir, il n'est plus présent ici. Donc, simplement, c'est le relâchement de la pression parasitaire. C'est-à-dire que pendant l'invasion, il s'est passé un truc. L'espèce exotique, elle est arrivée dépourvue de ses parasites d'origine ou de ses pathogènes. Je vais dire parasites, mais on va considérer ça au même niveau. Hein. C'est donc de ses parasites d'origine. Et ça, en fait, ça peut s'expliquer de différentes manières. On n'arrive pas toujours à comprendre, pour être très honnête avec vous, pourquoi et comment ça arrive, mais on sait qu'est-ce qui peut expliquer ça. Donc, par exemple, le fait que dans l'aire d'origine, ici, là, il y ait déjà une sélection, on en parlait tout à l'heure, des hôtes qui vont réaliser l'invasion. C'est-à-dire que uniquement les hôtes qui sont le moins infectés, le moins parasités, vont être capables de pouvoir faire ce transport, cette introduction, puis cet établissement dans l'aire envahie ici. Donc, en gros, les plus forts, les plus compétents, quoi. Une autre possibilité, c'est que celui-là, le parasite, il arrive bien ici, mais en fait, il n'arrive pas à s'établir. Simplement parce que les conditions environnementales ne sont pas adéquates. Si vous avez, on en parlait tout à l'heure, une espèce de pathogène qui a besoin d'un hôte intermédiaire ou d'un vecteur ou d'un réservoir, etc., si jamais il manque dans cet environnement-là, ben le parasite ou le pathogène ne peut pas survivre. Donc ça aboutit, quelle que soit l'explication, à un avantage pour l'espèce exotique envahissante, donc ce qu'on appelle un gain sur la fitness, ou une réallocation énergétique, c'est-à-dire qu'en gros, puisqu'il n'a plus de pression liée à la présence de ces parasites et pathogènes, il a de l'énergie qu'il ne va plus devoir remettre, allouer à de la défense immunitaire contre ceux-ci, ou alors il ne va plus souffrir simplement de la présence de tel ou tel pathogène. Quand on est parasité, on souffre forcément, même si on ne le sent pas. Et toute cette énergie, il va l'allouer à d'autres éléments comme la croissance ou la reproduction, qui vont être des éléments importants pour qu'il puisse donc proliférer dans son aire dans l'aire qu'il a nouvellement envahie. Donc ça, il y a une méta-analyse, donc c'est un travail d'analyse qui a déjà été fait, donc c'est une méta-analyse de plusieurs articles réalisés sur différentes espèces hôtes, là, il y a quelques années, qui ont montré qu'en moyenne, il y avait 12 parasites qui étaient perdus par les EE quand ils arrivaient. C'est-à-dire que s'il y a une espèce exotique envahissante qui a 15 parasites, au départ, elle en arrive avec 3 seulement. Et en fait, il y en a quand même quelques-uns qui sont gardés parce que la vie n'est pas toujours aussi simple, évidemment, et que ça, c'est très caricatural, et qu'on est naturellement parasité par plusieurs agents pathogènes, par plusieurs parasites ou infectés par plusieurs pathogènes, et qu'on ne perd naturellement pas tout. Deuxième hypothèse, qui est celle du spillover ou novel weapon. Donc, novel weapon, c'est vraiment... ça me rappelle la question du monsieur tout à l'heure sur les possibilités d'armes biologiques. C'est-à-dire cette hypothèse-là, elle va être pertinente pour tenter de discuter un peu ça. Donc là, on se remet dans le même contexte de départ, donc l'espèce avec son parasite. Elle est introduite. Voilà, elle est introduite. Là, vous voyez qu'elle garde bien son parasite ou son pathogène. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va aussi transmettre maintenant ce même parasite ou pathogène aux autres espèces qui sont déjà présentes. Donc les espèces natives ou les espèces locales. Enfin, là, pareil, hein, les terminologies ne sont pas toujours bien homogènes entre nous scientifiques, mais là on va parler d'espèces natives, on pourrait aussi parler d'espèces locales, donc des espèces ou des populations qui sont déjà présentes dans l'air envahi. Et en fait, donc, il y a une transmission, et comme les hôtes locaux ne connaissent pas le pathogène ou le parasite, il y aura des effets délétères sur ceux-ci. Par exemple, parce que leur système immunitaire n'est pas adapté pour lutter contre ce nouveau parasite. Et ça, c'est ce que disait Franck tout à l'heure, donc je n'ai pas besoin de trop revenir dessus, c'est le cas de l'écureuil roux versus l'écureuil gris, où on a effectivement pu voir que c'était le virus responsable de la variole de l'écureuil, qui est responsable donc de ce turnover d'espèces entre écureuil gris et écureuil roux. Et ça aussi, ça fait un peu écho à l'actualité quand on parle de variole, on a beaucoup entendu parler de variole du singe, etc. Je pense que c'est des choses aussi qu'on entend souvent, donc c'est le même groupe de virus, ce qu'on appelle les poxvirus. Et la troisième hypothèse, cette fois-ci, on va situer dans un cas où, bon, pour simplifier, j'ai enlevé le parasite de départ, on va considérer qu'il n'avait même pas de parasite dans son aire d'origine, mais focalisez-vous ici sur l'espèce native, qui a donc des parasites et des pathogènes qui préexistent déjà avant l'invasion. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois que l'espèce arrive, elle aussi, elle va acquérir le parasite local.
Donc en gros, elle arrive, démunie ou pas d'ailleurs de ses parasites d'origine, et elle va acquérir des parasites et pathogènes qui sont déjà présents dans l'environnement. Et ce qui va se passer, pour une raison qu'on n'arrive pas toujours forcément à expliquer là encore, il va y avoir une amplification de la circulation et ou de la virulence même, c'est-à-dire que le pathogène ou le parasite va avoir une modification dans l'impact qu'il a pour les autres natifs, du fait de la présence de cette espèce exotique envahissante qui va, par exemple, avoir plein d'individus qui vont représenter des réservoirs supplémentaires et donc des éléments potentiellement amplificateurs de la présence de parasites ou de pathogènes locaux. Cette hypothèse, elle est vraiment très rarement montrée dans les études par rapport aux deux premières. Effectivement, c'est un peu compliqué, donc j'ai essayé de trouver une étude là qui montre un peu ça. Vous allez voir que ce n'est pas très net. Donc, c'est un parasite, Fasciola gigantica, qui est un helminth, dans le lac Kariba au Zimbabwe. Donc, j'ai marqué hypothèse à explorer parce que c'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas totalement clair si c'est vraiment du spillback, mais on a des signaux qui tendent à montrer que ça pourrait l'être. En fait, Pseudosuccinea columella, c'est une espèce exotique d'escargot qui a envahi ce lac-là et qui est présent dans quasiment la moitié des sites que les auteurs, les scientifiques ont échantillonnés. Et on voit que cette espèce exotique est infectée par Fasciola gigantica, qui est un parasite local. Et en fait, le fait qu'il y ait plein d'individus, ou même de populations maintenant, hein, de cette espèce exotique d'escargot, en fait, ça pourrait amplifier la transmission de ce helminth-là, puisqu'on remarque aussi que les autres natifs, dans les 10 sites qui sont, on va dire, envahis par cet escargot-là, en fait, ont des niveaux de prévalence qui sont beaucoup plus forts par rapport à ce parasite-là. Et en plus, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a un effet de cascade. La jacendo, dont on a beaucoup parlé ce matin, en fait, favorise la survie de cette espèce exotique d'escargot, en le protégeant, par exemple, des produits chimiques qui pourraient l'éliminer. En fait, va favoriser aussi, on va dire, la prolifération de cette nouvelle hôte, et donc potentiellement accroître la circulation de ce parasite Fasciola gigantica. Mais pareil, là encore, c'est des choses qu'il faut creuser. Et j'ai bientôt fini, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a peu d'études finalement qui évaluent simultanément ces trois hypothèses dans un même système naturel. C'est-à-dire, dans le cadre d'une étude sur une espèce exotique envahissante, le test de ces trois hypothèses reste quand même assez rare dans la littérature scientifique. Il y en a eu une, pour être honnête, là, qui est sortie il y a un peu moins d'1 an, et je crois que quand on fouille un peu bien, on doit en avoir un peu moins d'une dizaine. Alors, c'est à vérifier et c'est à remettre un peu au jour, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas refait la bibliographie là-dessus. Mais dans le cadre de mon travail de thèse, moi j'ai eu la possibilité de travailler sur la souris domestique au Sénégal, qui est un rongeur exotique envahissant. Et donc ici, j'ai rapidement remis pour remercier un peu les différents organismes qui ont permis de financer ces travaux-là pendant 3 ans pour ma thèse, mais pendant beaucoup plus pour les questions scientifiques autour de cette invasion de la souris domestique au Sénégal, voilà, avec des articles qui ont été publiés aussi dans certains journaux, donc je ne vais pas les remettre après, mais ça vous donne un peu l'indication des travaux qui ont été effectués dessus. En fait, pour cadrer un peu les choses, la souris domestique, elle est classée dans le top 10, dans le top 10 des espèces exotiques envahissantes les plus répandues, selon l'IPBES dans son dernier rapport. Elle a des conséquences écologiques en réduisant la biodiversité native. Elle a aussi des conséquences sanitaires potentielles parce qu'elle est réservoir de nombre important de parasites et de pathogènes. Donc c'est pour ça que c'est un modèle intéressant pour étudier ces questionnements-là autour des invasions biologiques. Et on sait qu'aujourd'hui, elle est encore en train d'envahir le Sénégal. C'est-à-dire qu'elle a envahi le Sénégal il y a très longtemps. Donc le Sénégal est situé sur la côte ouest de l'Afrique de l'Ouest. Et en fait, on sait qu'elle a envahi ce pays-là il y a très longtemps. Donc elle a été introduite de manière fortuite par les bateaux coloniaux entre le XVIe et le XIXe siècle, à peu près. Il y a eu des populations très stables de souris qui se sont établies ici. Et puis elles ont commencé à proliférer vers l'intérieur des terres, donc d'ouest en est dans ce pays, en suivant simplement l'évolution en fait, du développement routier, du développement urbain. C'est-à-dire que les camions les transportaient, ont pris un peu la relève des bateaux et les transportaient sur terre. Donc ça, c'est depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui. Et si on regarde un peu en termes de distribution ce que ça donne, donc ici on a représenté, ça c'est la carte du Sénégal toujours. En rouge, c'est les populations de souris. En jaune, c'est les populations de notre rongeur exotique envahissant le rat noir. Et en vert, c'est les populations de rongeurs locaux qui sont là avant l'arrivée de la souris. Si vous regardez bien hein, entre cette carte-là qui est dans les années 80-90 et cette carte-là qui date d'il y a un peu moins de 10 ans, vous voyez que le rouge a quand même que le rouge qui était restreint ici est quand même désormais beaucoup plus avancé vers la droite du pays.
et que, de manière consécutive, la couleur verte, donc les populations de rongeurs natifs, ont tendance à diminuer et à être restreintes le plus à l'est possible des terres. Je ne vais pas évoquer, parce que tout est trop complexe, mais la situation du rat noir, mais j'aurais pu en parler, c'est-à-dire que dans ce pays-là, on a, comme si c'était bien réfléchi, la souris domestique qui envahit, on va dire, la partie un peu nord du pays avec quelques populations au sud, et le rat noir qui en fait est plutôt restreint au sud du pays. Bon, voilà, on va leur poser la question parce qu'on n'a pas tout bien compris, mais bon. Donc on s'est dit, ok, il y a une évasion en cours, c'est intéressant. On a pensé à plusieurs choses avant d'arriver à penser aux parasites ou aux pathogènes. On s'est dit peut-être parce que la souris, elle a une capacité de reproduction plus importante. Mais non, ça ne marche pas. Parce que le rongeur local qui s'appelle Mastomys erythroleucus, donc c'est ce rongeur-là, en fait, son nom vernaculaire, c'est le rongeur à mamelles multiples. C'est-à-dire qu'en termes de reproduction, on ne peut pas faire mieux. Donc on s'est dit, bon, ça ne marche pas. On s'est dit, ah, peut-être que la souris est beaucoup plus agressive. Peut-être qu'elle se bat bien, elle arrive, elle se bat contre le... En fait, ça ne marche pas non plus. Parce que la souris est, allez, grosso modo, 2 fois plus petite que le rongeur Mastomys, et les études sur le comportement de la souris ne semblent pas montrer que c'est le rongeur le plus méchant du monde. Donc, a priori, ça ne marchait pas non plus. Donc, on a un peu épuisé comme ça les cadres de réflexion, et puis on est arrivé à se poser la question, ben, peut-être que ça pourrait être le rôle des parasites et des pathogènes. Peut-être qu'eux arrivent à expliquer pourquoi cette petite souris, finalement, arrive à envahir en éliminant les autres rongeurs qui sont déjà présents. Elle prend la place, le gîte, le couvert, tout ce qu'on veut, de ces rongeurs-là. Et donc, on revient à nos 3 hypothèses. On va tester les 3 hypothèses. Et on a regardé ça, nous, sur plusieurs parasites et pathogènes, des bactéries, des protozoaires, des virus. Mais je vais vous montrer uniquement les résultats sur les helminths, parce qu'on n'a pas le temps. Et parce que c'est les meilleurs résultats aussi, j'avoue, je triche un peu. Et pour ça, on a simplement fait des approches de comparaison de populations. On a échantillonné sur le terrain, en fait, des rongeurs qui étaient présents là où la souris est là depuis très longtemps, où elle est toute seule, parce qu'elle a éliminé tout le monde. On a échantillonné des endroits en vert ici où la souris n'est pas encore arrivée, donc c'est la partie la plus à l'est. Et puis on a échantillonné des endroits où il y a les deux, donc la souris et des rongeurs locaux, parce que ça veut dire que c'est dans ces endroits-là où la souris est actuellement en train d'envahir. Et du coup, on a juste fait des comparaisons en termes de ce qu'on appelle de prévalence, de présence ou d'absence des parasites. On a utilisé des méthodes morphologiques pour identifier les parasites. On a aussi utilisé des outils moléculaires et enfin des outils dits biostatistiques pour essayer de voir s'il y avait des corrélations qui voulaient vraiment dire quelque chose au-delà du simple cadre de l'observation. Donc là, je passe vraiment les détails méthodologiques. Mais c'est pour vous donner un peu l'idée de ce type de travail-là. On commence sur le terrain, on arrive avec l'analyse de données, et au milieu, on a tout ça. Donc de l'analyse en laboratoire notamment. Qu'est-ce qu'on montre? Donc pour l'hypothèse ennemie release, là, donc le relâchement de la pression parasitaire, en fait, on a trouvé des résultats qui semblent corroborer nos attendus. C'est-à-dire que quand on compare les populations de souris qui sont actuellement en train d'envahir aux populations de souris qui sont toutes seules, qui ont déjà fini l'invasion et qui sont quasiment dans leur nouvelle ère native, on voit qu'il y a une diminution, en fait, de tous les paramètres d'infection. Donc prévalence, abondance, richesse, en fait, là on voit que la souris elle est beaucoup moins parasitée dans ces zones-là, donc les populations qui envahissent, que dans ces zones-là où les populations de souris ont déjà fini l'invasion. Est-ce qu'on a observé du spillover, de la transmission de parasites helminths depuis la souris vers les natifs? Non. Donc on n'a pas trouvé de spillover. Là, c'est une analyse qui montre un peu les communautés d'helminths retrouvées. Cette analyse, elle montre que toutes les communautés en gris, c'est les helminths locaux. En noir, c'est les helminths de la souris. En fait, il n'y a qu'une seule espèce d'helminth sur les 7 qu'on a trouvées, qui est partagée entre les deux. Et cette espèce d'helminth, c'est une espèce locale. Donc, ce n'est pas la souris qui l'a renvoyée. Donc, on se dit, tiens, c'est une espèce locale qui est partagée, peut-être du spillback. Et oui, là, pour le coup, on a trouvé des signaux qui pourraient ressembler à du spillback. C'est assez simple à voir. Lorsqu'on compare, là, pour les populations de souris, donc les sites où la souris a déjà fini son invasion, aux sites où la souris est en train d'envahir, on peut faire la même chose pour les rongeurs locaux. On compare les sites où il n'y a que du rongeur local et pas de souris à des sites où les rongeurs locaux sont avec de la souris. Qu'est-ce qu'on observe? Regardez bien. On voit qu'il y a une légère augmentation de la présence du rongeur, de l'helminth local chez la souris, mais il y a surtout une grosse augmentation de la présence de cet helminth-là chez les rongeurs locaux quand ils sont avec la souris. Et la souris elle-même est infestée par ce parasite local. Donc ce signal-là correspondrait à du spillback. On s'est dit, mais c'est vraiment, vraiment pas mal. Et on a essayé de regarder au cours du temps si c'est des signaux qui restaient. Donc, effectivement, c'est des signaux qui restent et qui semblent être bien confortés, même 5 à 6 années plus tard. Mais comme je vous disais tout à l'heure, ça, c'est vraiment des données de corrélation. C'est-à-dire qu'on associe
une donnée A à une donnée B. Maintenant, il faut voir des effets mécanistiques potentiels. Et pour ça, en fait, il faudrait, par exemple, continuer les suivis dans le temps et dans l'espace ou procéder à des approches expérimentales. Par exemple, pour voir si effectivement le fait qu'on a une diminution du parasitisme chez la souris, ça se matérialise par un gain pour cette souris-là. Est-ce que vraiment elle a beaucoup plus d'énergie qu'elle alloue à de la survie, à de la reproduction? Et est-ce que le parasite qui est amplifié chez le rongeur natif, ça aboutit vraiment à des effets physiologiques négatifs, délétères pour le rongeur local, qui pourrait donc arranger la souris dans sa course à l'invasion? Et juste vraiment en 30 secondes pour vous dire qu'en parallèle de ça, on a quand même regardé s'il y avait des dangers zoonotiques, par exemple bactériens, qui étaient modifiés par la souris. Et quand on fait ça, on remarque une chose qui est assez intéressante. Ça, c'est les bactéries. Donc, bactéries, c'est des noms de bactéries ici. Hein. Donc, on a la bactérie Orientia, la bactérie qui s'appelle Borrelia, ou celle qui s'appelle Bartonella, responsable, entre autres, hein, ces agents-là de maladies comme la maladie de Lyme, que vous connaissez peut-être. Donc, ça, c'est par exemple lié à certains types de borrélie. Donc voilà, on a regardé ces communautés de bactéries là chez la souris quand elle est toute seule. On a fait pareil chez les populations de rongeurs locaux quand ils sont tout seuls. Et en fait, on s'est rendu compte que quand ces rongeurs-là sont ensemble, mais il y a effectivement un mélange de la circulation des communautés bactériennes. Ça veut dire quoi? Deux choses. Qu'effectivement, il y a du transfert entre les deux. Et que dans les sites où on retrouve les deux, ben, les populations humaines, elles sont beaucoup plus sujettes à des risques dits zoonotiques, c'est-à-dire de transmission, et parfois même, pourquoi pas, de mélange entre bactéries. On parlait d'évolution tout à l'heure. Si vous avez deux souches bactériennes qui se rencontrent et qui font une course à l'évolution, on pourrait avoir des risques qui, eux, par rapport à l'humain, sont modifiés et aboutissent à des choses qu'on ne connaît pas. Donc, notamment dans ces sites qu'on appelle des sites de front d'évasion, où se rencontrent une espèce exotique envahissante et une espèce locale. Donc ça, je vous passe un peu les détails, mais c'est juste pour dire que vous avez, dans tous les cas, hein, de la présence d'agents parasitaires ou pathogènes, mais quand vous mettez tout ça ensemble, ça peut aboutir à des cocktails parfois un peu détonnants. Et un dernier point qu'on avait trouvé, c'est que la souris, ça c'était un résultat original, on retrouvait chez cette souris, et uniquement chez cette souris, une bactérie qui s'appelle Orientia tsutsugamushi, qui est responsable du typhus des broussailles, qu'on ne retrouvait jusque-là qu'en Asie. Et on a retrouvé pour la première fois cette bactérie au Sénégal. Et en fait, ça, c'est une maladie qui, je crois, qui a un taux de mortalité de 10%. Donc ça peut paraître rien, mais c'est comme les 10% de Franck tout à l'heure. 10% de quoi? Enfin, c'est beaucoup. 10% même de 10 humains ou de 100 humains. Enfin, ça reste des vies humaines. Donc c'est quand même un risque qui est assez important. Et on s'est posé la question de savoir est-ce que ça peut passer à l'humain? Et est-ce que c'est peut-être pas ça qui pourrait expliquer aussi pourquoi le rongeur local, finalement, il disparaît? Parce que c'est un risque important, un risque nouveau qui est ramené. Ce n'est pas des éléments, mais c'est des bactéries. On n'a pas la réponse. Hein. Je sais que j'ai posé la question, mais on n'a pas encore la réponse. Donc, je vais m'arrêter là, mais juste pour dire que, en fait, j'ai choisi un positionnement aujourd'hui, mais on aurait pu parler de plein d'autres choses. On aurait pu parler du rôle de certaines espèces exotiques envahissantes dans la dilution de certains risques. Parce que là, on dit que les espèces exotiques, en fait, augmentent le risque épidémiologique, mais en fait, il y a des cas où c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on a eu des cas, et ça a été documenté tout récemment, c'est une étude qui date d'à peine 1 an, où des espèces de rats sont arrivées, je crois que c'était en Sierra Leone, ou, si je ne me trompe pas, ou au Libéria, en tout cas dans un pays ouest africain, où ils sont arrivés et ils vont naturellement remplacer un rongeur local qui s'appelle Mastomys natalensis. Et ce rongeur-là, en fait, est le réservoir naturel d'un virus qui s'appelle le Lassa. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cette fièvre Lassa, c'est une fièvre hémorragique, c'est un peu comme Ebola, si vous avez déjà entendu parler. Et en fait, comme ce rongeur-là, il remplace le rongeur natif, ben on pourrait se dire que finalement, c'est une bonne nouvelle d'avoir une évasion par le rat noir. Ben en fait, ça, c'est oublier un autre point, c'est tout ce qu'on a dit avant. Donc, ben oui, certes, il va remplacer ce rongeur-là, on va avoir peut-être le Lassa qui est réduit, mais quid des autres problèmes épidémiologiques qui sont, eux, introduits par le rat. Donc, toujours garder en tête qu'il y a une complexité. On ne doit pas regarder juste un seul problème, tout comme on ne regarde pas juste une seule santé, mais les choses sont beaucoup plus complexes que ça, et donc avant de dire que c'est une bonne nouvelle, il faudra avoir une vision la plus holistique possible. On a aussi pu parler de l'implication du système immunitaire dans le nexus épidémiologie-invasion, c'est des gros mots comme ça, mais c'est juste pour dire que quand on a des changements d'un point de vue épidémiologique chez les hôtes exotiques envahissants, chez les hôtes natifs, en fait, il y a aussi des changements au niveau immunitaire qui vont être impliqués dans le processus d'invasion. Il y a tout un champ de recherche dont le focus est vraiment le rôle de l'immunité dans le succès des invasions. Donc ça aurait pu être un autre séminaire, ça pourrait être un autre cours, pourquoi pas. Mais c'est basé sur deux choses. C'est basé sur le fait que l'immunité, en fait, a un coût énergétique, un coût métabolique.
Et que quand vous avez par exemple du relâchement de la pression parasitaire comme l'enemy release dont on a parlé tout à l'heure, vous avez, on l'a dit, hein, une réallocation de l'énergie vers de la croissance et de la reproduction. Et donc du coup beaucoup moins d'énergie allouée à l'immunité. Donc ça c'est une théorie qui a vraiment animé les recherches pendant une dizaine d'années entre les années 95 et le milieu des années 2000. Et puis les gens se sont dit oui il y a de l'enemy release mais il y a aussi du spillover, il y a aussi du spillback. Donc il y a toujours une pression des parasites et des pathogènes dans l'air envahi. Ils ont dit en fait que ça, c'était une vision trop simpliste et que la vraie vision, c'était de garder en tête que l'immunité doit toujours travailler, mais que cette immunité va travailler de manière différentielle. C'est-à-dire que l'organisme des espèces exotiques envahissantes va pouvoir s'organiser de manière un peu magique en attribuant son investissement dans des réponses qui sont peu coûteuses pour l'organisme au détriment de réponses qui sont coûteuses pour l'organisme. Ça veut dire quoi coûteuse? C'est simple, c'est quand vous avez une inflammation, vous vous défendez contre l'attaque d'un pathogène, mais cette inflammation, elle vous fait souffrir. Et si vous souffrez trop, vous êtes beaucoup moins compétent pour réussir une invasion biologique. Et donc, du coup, selon cette théorie-là, les espèces exotiques envahissantes arrivent à moduler leur immunité pour parvenir à réussir leur invasion tout en se protégeant contre l'effet négatif de certains pathogènes ou parasites. Bon, ça, c'est un champ complètement à part, mais on aurait pu en parler, et puis on pourra en parler, et même d'ailleurs de bien d'autres choses encore, je l'espère, à une prochaine occasion. Je vous remercie pour votre attention.